Ouais. J'ai eu pas de chance. C'est grâce à vous. Et voilà, on peut dire que voilà. FDJ, l'entreprise à qui la chance sourit. La crise n'y fait rien. Ils sont des millions chaque jour dans les bureaux de tabac. Loto, paris sportifs, jeux de grattage, le rêve pour quelques euros. 7 €. Voilà le fonds de commerce de la Française des Jeux depuis plus de 70 ans. Les chances de gagner gros sont faibles. L'entreprise, elle, encaisse à tous les coups. 14,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016, un record. Et surtout une belle cagnotte pour l'État, actionnaire majoritaire. Que représente la Française des Jeux pour l'État ? Une gagneuse. L'État est dégourdi, il est intelligent. Il a créé l'impôt volontaire. C'est l'État compile. C'est pas l'État social. La bonne élève de Bercy nous a ouvert ses portes. De la fabrication de ces jeux au Canada jusqu'à leur distribution aux quatre coins de la France, sans oublier ses heureux gagnants. Ils vont pas m'embêter à la banque pour un chèque comme ça. Ils vont pas me dire mais d'où vous sortez. La FDJ fait beaucoup de bien. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis Père Noël. Sauf que Noël, c'est tous les jours. Les perdants, eux, ne font pas partie de la belle histoire. Il y aurait en France 1 million de joueurs à risque qui peuvent basculer dans l'addiction. Moi, j'avais des pensées de suicide. Quand je commence à toucher le fond, je me disais mais comment je vais faire ? Je suis au chômage, ma femme elle n'est pas au courant. Les joueurs addicts, c'est ce qui génère une très grosse partie du chiffre d'affaires des opérateurs, quels qu'ils soient. On le sait. Derrière l'image lisse, rassurante de la Française des Jeux, se cache une machine à cash devenue indispensable à l'État. Une entreprise influente, obsédée par sa réputation. Dans l'arrière-pays toulonnais, au domaine du Coudon, on a mis les petits plats dans les grands. Ce samedi 6 mai, le colonel Lambert fête ses 100 ans. Joyeux anniversaire. Pour qui ? Moi, évidemment. Cet établissement appartient à des retraités un peu particuliers. Merci. Avec vos chapeaux. Les gueules cassées. D'anciens combattants d'Indochine, d'Algérie, du Liban. Pour le centenaire du colonel, ses camarades ont prévu une petite surprise. Je vous remets la médaille avec nos fondateurs et puis également un ticket que j'espère gagnant, mais ça je ne le sais pas, du jeu gagnant à 10 ans. En vous souhaitant la fortune. Merci. Et en tout cas le bonheur, mais je sais qu'il est assuré. Un jeu de grattage en guise de cadeau d'anniversaire. C'est pas beau ça. Voilà, c'est très bien. Voilà. On sent les millions qui vont sortir. Voilà. Rien d'étonnant pour ces gueules cassées, car ils sont actionnaires de la Française des Jeux. Ici, elle est partout. Alors voilà ici des objets qui, pour nous, sont très importants. Une des premières sphères du loto. Et puis encore plus ancien derrière, vous avez la petite cahute de 10e de la loterie nationale, comme il y avait à l'époque, même jusque longtemps après la guerre, dans toutes les communes de France, dans toutes les rues. Ces anciens combattants possèdent 9,2% du capital de la Française des Jeux. C'est grâce à elle qu'ils ont pu s'offrir ce domaine luxueux au cœur de la Provence. Chaque personne qui joue au loto, elle n'a pas conscience qu'elle fait quelque part une bonne œuvre. Parce qu'en fait, cette bonne œuvre, elle sert à faire fonctionner, à créer ce domaine et à le faire vivre. Les jeux de grattage, le loto, les paris sportifs, leur rapportent entre 8 et 12 millions d'euros chaque année. Un juste retour des choses. Car si ce business existe, c'est grâce aux gueules cassées. Pendant la Première Guerre mondiale, 500 000 soldats sont blessés à la tête. Souvent gravement mutilés par l'emploi massif des bombes, des tirs d'artillerie et des grenades. Après l'armistice, 3 gueules cassées fondent une association du même nom. Ils s'installent en région parisienne, à Moussy-le-Vieux. Dans ce vaste château,
Ils hébergent les blessés en convalescence, souvent rejetés par leur famille et délaissés par l'État. Il faut savoir qu'à l'époque de la guerre de 14, si les pensions militaires d'invalidité existaient déjà, la défiguration n'était pas indemnisée. Donc ces gens-là, ils n'avaient souvent pas grand-chose pour vivre et ils étaient confrontés à des problèmes financiers. Et puis ils se sont donc retrouvés ensemble pour, en quelque sorte, défendre leurs droits vis-à-vis des autorités de l'État. Au château de Moussy, ces mutilés sont soignés, nourris, hébergés. Il y a même une ferme où ils peuvent travailler. Pour financer tout cela, les gueules cassées vont devenir les pionniers d'un business encore inexistant en France, le jeu d'argent. Ils lancent d'abord une grande tombola, la dette. Une délégation des gueules cassées vient d'encaisser plus de 21 millions de francs. Puis ils révolutionnent la loterie nationale en revendant ses billets beaucoup moins chers. Immense succès populaire qui va faire vivre l'association pendant plusieurs décennies. Mais dans les années 60, l'arrivée du tiercé menace leur business. Pour le défendre, les gueules cassées ont une nouvelle idée. Nos dirigeants de l'époque, là encore, se sont creusés un peu la cervelle. Ils ont voyagé à l'étranger, dans divers pays européens et en Allemagne. Il y avait un loto qui existait, le loto allemand, et les dirigeants du loto allemand ont dit, écoutez, anciens combattants blessés de guerre, même combat, on vous donne l'autorisation d'exploiter en France le loto. C'est un pari fou, presque inconscient. L'État donne son feu vert, mais pas un centime. C'est sur leurs fonds propres que les gueules cassées construisent le centre informatique du loto, à quelques centaines de mètres de leur château. Un bâtiment ultra moderne pour l'époque, conçu en 10 mois à peine. Tout devait être prêt à temps pour le premier tirage. Là, il n'y avait rien avant. C'était un champ avec une auge et un veau à l'engrais. Et il fallait s'adapter au process du loto qui, je vous rappelle à l'époque, tous les bulletins que vous jouez chez le détaillant revenaient ici, physiquement. Ils étaient microfilmés, après ils étaient triés par des machines. Plus de 200 personnes sont embauchées pour ce travail de fourmi, à la pointe de la modernité. Un nouveau jeu national a en effet aujourd'hui commencé sa carrière, le loto. Le 19 mai 1976, le premier tirage a lieu au Théâtre de l'Empire, à Paris. Voici les résultats, 31, 15, 33, 27, 37 et 48. Moi je ne sais toujours pas comment on joue au loto, mais enfin, ça n'a pas une grande importance. C'est une révolution, le loto. Le loto, c'est non seulement ce qui a permis à la loterie de survivre, parce que la loterie nationale périclitait, mais c'est surtout, ça a été un événement de toute une génération. J'ai fait partie de cette génération. Les gueules cassées ont réussi leur pari. Le gouvernement de l'époque, jusqu'alors peu convaincu, commence à flairer le bon coup. L'État n'y croyait pas. Quelquefois, certains fonctionnaires sont pessimistes, donc ils disent non, ça n'a pas marché, restons loin de cela, mais néanmoins, ça a été un tel succès que l'État a dit on va peut-être changer les règles maintenant, on va créer une société d'économie mixte et je vais devenir actionnaire aux côtés des associations. Donc l'État a eu 50% du capital. Voilà, les boules vont maintenant tomber dans la... De 50, l'État passe à 72% dans les années 80. Il rebaptise l'entreprise France Loto et augmente son capital de 3 à 76 millions d'euros. 29 et 3. 29 et 3. De quoi investir massivement, notamment dans la publicité. 34. Et un riz cantonais 56. Ça va pas. Pardon. Il y en a plus à Christine. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Le loto entre dans le patrimoine populaire. Le loto, c'était le benchmark, c'était l'institution française de jeux d'argent populaire, que toute la France regardait de près ou de loin, y compris les non-joueurs. Les non-joueurs, ils s'intéressaient, ils voulaient savoir qui avait gagné, comment ils avaient gagné. Il y a ce fantasme de ma vie peut changer. Avec le loto, l'entreprise d'État prospère. Elle va se transformer en machine à cash
grâce à un nouveau PDG au profil atypique, Gérard Collé. C'est un communicant, proche conseiller de François Mitterrand. Il commence par changer le logo et le nom de l'entreprise. Elle devient la Française des Jeux. Pour rehausser l'image de l'entreprise, il fallait faire quelque chose qui évoque un peu l'univers bancaire. Les banques, pour les gens, d'ailleurs, ils mettent leur argent, leur patrimoine dessus, donc c'est bien une preuve de confiance, qu'il fallait que cette confiance soit réciproque. Donc, vous observerez que la graphie de Française des Jeux, le logotype, la petite barre bleu, blanc, rouge qui est en dessous, c'est quand même quelque chose qui fait effectivement penser à une société financière, enfin quelque chose d'assez classe, quoi. Pour doper les ventes, Gérard Collé lance Millionnaire, un nouveau jeu de grattage. On commence par gratter et on finit à la télé. C'est ce que vous propose le Millionnaire, le nouveau jeu de la Française des Jeux lancé aujourd'hui. Un jeu diffusé chaque week-end sur TF1 à 1 heure de grande écoute. Philippe Risoli. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour la première fois, la Française des Jeux met en scène ses gagnants dans un show télévisé. On est parti, on est en boîte de nuit. Aux millionnaires, ils peuvent remporter entre 100 000 et 1 million de francs. Allez, 200 000 francs, 20 millions de centimes. Des sommes énormes pour l'époque. À l'honneur, dans le millionnaire. Un succès populaire auquel a participé Philippe Risoli pendant 9 ans. Nous avons déjà eu des millionnaires. Vous les retrouverez en fin d'émission. Ça vous évoque quoi de revoir ces images? Ça m'évoque d'abord un changement physique, mais ça m'évoque surtout toutes ces années passées avec les gagnants du Millionnaire, ce jeu mythique de la Française des Jeux. Pour la première fois, n'importe quel Français peut se mettre dans la peau d'un gagnant. Plus de 20 millions de tickets sont vendus chaque semaine. C'était la ruée chez les buralistes. Le fait de montrer quelqu'un en train de gagner 1 million donne l'envie de se procurer de ce ticket, donc de l'acheter finalement, et donc de faire augmenter le chiffre d'affaires. Faut pas oublier que c'est un business quand même. Hein. On n'est pas dans une institution caritative. Nous allons commencer cette émission avec 3 gagnants. Ils étaient 7 au départ. Optiquement, vous pouvez montrer un jeu où on gagne à tous les coups. Vous allez à la télé, vous tournez une roue et vous allez gagner entre 100 000 et 1 million de fois la mise. Là, tout le monde gagne. Évidemment, c'est une fiction. D'autres diront c'est une arnaque. Mais en soi, bien sûr, la loterie est toujours une arnaque. Sous le mandat de Gérard Collé, la Française des Jeux double son chiffre d'affaires. 5 francs. Il y en a qui ont de la chance. 10 ans plus tard, l'euro-million et ses cagnottes astronomiques lui apportent une stature internationale. Euro-million, devenez plus riche que riche. La Française des Jeux devient la 4e loterie mondiale. Le Rincy, une petite commune de la Seine-Saint-Denis. Là, ça y est, c'est le début de la journée. Il est 7h, effectivement, c'est le début, jusqu'à 20h. Aujourd'hui, Christian et Catherine vont vendre du rêve. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. C'est vendredi, jour de tirage à l'euro-million. Vous jouez souvent? Non, pas très souvent. C'est quand c'est vraiment haut. Parce que je me dis 2 millions, 3 millions, je veux la grosse somme. 100 millions d'euros de cagnotte. Merci. Toute la journée, c'est le défilé au comptoir. Bon, si vous gagnez ce soir, qu'est-ce que vous en faites? De 100 millions? Oui. J'en donne beaucoup, oui. Non, à moi. Bah oui, à vous. C'est un refuge. Quelques euros, ça ne fait pas de mal à la poche, mais en même temps, on a l'espoir de gagner quelque chose de plus, d'améliorer notre quotidien. Un peu de rêve et beaucoup de cash. Euro-million, mais aussi Astro Solitaire, Blackjack, Millionnaire. Il s'en écoule des centaines chaque jour. Eh ben tant pis, c'est perdu. Vous aimez bien jouer aux jeux de grattage? Oui. Ouais. Et lesquels en particulier? Le solitaire, parce qu'une fois j'avais gagné 500 €. Donc c'est resté mon jeu fétiche. Alors le mieux qui est indétrônable, c'est le cash.
le cash qui coûte 5 €. C'est un jeu vraiment indétrônable, il est là depuis très longtemps et c'est le jeu le plus vendu. La Française des Jeux, c'est jusqu'à 40% du chiffre d'affaires de Christian et Catherine. Bon, bah, y a rien, hein. Et voilà. Merci, bonne journée, au revoir. À 20h, c'est l'heure de faire le ménage. Et un poste propre demain matin. Et les comptes. Le patron est plutôt satisfait. Retouche, ça veut dire faire attention. On va être aux alentours de 6 000 €. Et ça représente une bonne journée, ça ? Ouais, c'est une belle journée. On est content de s'être levé à 5h30 ce matin. Pour vendre ses produits, la FDJ s'appuie sur un vaste réseau de buralistes comme Christian, 31 000 en France. En 2016, les Français ont misé 14,3 milliards d'euros à la Française des Jeux. 67% sont reversés aux joueurs sous forme de gains. Les buralistes touchent une commission de 5,2%. L'entreprise FDJ prélève, elle, 5,5% pour son fonctionnement. Mais l'autre grand gagnant, c'est l'État. À lui seul, il récupère 22% des mises, qui atterrissent directement dans les caisses du Trésor public. L'an dernier, les taxes et prélèvements sur ces jeux lui ont rapporté plus de 3 milliards d'euros, l'équivalent des budgets de la santé et de l'outre-mer. Il y a aussi les dividendes d'actionnaires, plus de 130 millions d'euros en 2016, une vraie machine à cash pour Bercy. Mais l'institution préfère rester discrète. Elle est restée muette à nos demandes d'interview. Toutes les entreprises publiques ne fonctionnent pas aussi bien que la Française des Jeux. On voit la SNCF, par exemple, ça ne va pas tellement. Il y a souvent des déficits, des immobilisations, des choses comme ça. La Française des Jeux, elle, effectivement, est en croissance tous les ans. Elle annonce des chiffres records tous les ans. Et tous les ans, elle verse des dividendes à l'État, qui évidemment est très content de les retrouver dans ses comptes après. Et ça, pour une direction du budget, c'est tout simplement la sécurité. C'est un revenu annuel et prévisible qui est là tous les ans. C'est une recette indolore, c'est pas le fruit d'un impôt, c'est pas d'une taxe, donc ça n'a pas mauvaise allure, ça passe comme ça passe bien. C'est lié à une activité ludique, c'est un bon cheval, si j'ose dire. Depuis 25 ans, la machine FDJ tourne à plein régime. À tel point que les imprimeries françaises ne suivent plus. Il a fallu trouver plus grand, au Canada. C'est en banlieue de Montréal que la Française des Jeux fabrique ses tickets de grattage. Un site aussi sécurisé qu'une banque. Donc ici, on est au poste de garde. Il y a un gardien de sécurité en poste 365 jours par année, 24 heures sur 24. C'est comparable à une impression fiduciaire, un endroit où on imprime de l'argent, des chèques, des produits de haute sécurité. 1,5 milliard de tickets sortent chaque année de cette usine, pour le compte de la Française des Jeux. Avec une obsession, les rendre infalsifiables. Ici, on se retrouve au cœur même de notre business, la presse qui imprime tous les tickets de loterie. Chaque lumière qu'on voit représente un groupe d'impression. Il y a une quinzaine de couches qui servent uniquement à la sécurité et 4 ou 5 couches qui vont servir à créer l'aspect visuel du ticket. On voit vraiment ici la disposition des zones de jeu. L'endroit le plus stratégique de l'usine se trouve en haut de cet escalier. Donc ici, on dit que la presse, c'est le cœur de l'opération. Ici, c'est vraiment le cerveau. C'est une zone hyper sécurisée. Très peu d'employés y ont accès. C'est ici qu'on imprime les gros lots, les petits lots et tout le tableau de lot pour un jeu donné. C'est ici que ça se passe. Donc, on crée vraiment un billet de loterie à cette étape-ci du processus. Ce jour-là, c'est une commande de blackjack qui doit être livrée. 30 millions d'euros de tickets stockés dans ces caisses. Ils vont passer 3 semaines en mer avant d'arriver au nord de Paris, dans cet entrepôt de 5000 mètres carrés.
Puis destination, les antennes régionales de la Française des Jeux. Comme à Plougastel, en Bretagne. C'est ici que les buralistes passent leurs commandes. Je te propose le banco vacances, le banco été, à mettre en place à partir du 29 mai. Ça t'intéresse? Donc je te récupère 2 banco amour, je te mets un banco vacances ou 2? Alors ici on a un miel d'or, 2 millionnaires, un goal. Les jeux les plus demandés, les tickets de grattage. La moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Tous ces stocks sont bien entendu dématérialisés, ils n'ont pas de valeur tant qu'ils ne seront pas activés pour la vente par chaque détaillant. Stéphane Bidaman prépare la tournée du jour. Depuis 27 ans, ce commercial achemine la précieuse marchandise aux buralistes de la région. Bonjour. Le bras armé de la Française des Jeux. Ça Philippe? Très bien, impeccable. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Charles. Tu vas bien? Félicitations Jean-Charles. Ok, merci Stéphane. Merci. Très bonne vente a priori. Oui. Chaque vente de chaque bureau de tabac remonte à la tour de contrôle de l'entreprise, à Vitrolles. Grâce à ses ordinateurs, la Française des Jeux sait en temps réel quels sont les produits qui marchent le mieux. Et pour affiner sa stratégie commerciale, elle invite chaque année des buralistes à partager leurs techniques de vente. Allez, je vous en prie, installez-vous. Ce matin, c'est un groupe de la région lilloise. Alors, est-ce qu'il y en a un ou une qui veut bien nous montrer ce que c'est qu'un accueil réussi? Et on va voir si effectivement Eric vous vend le joker. Attention. Chacun leur tour, les buralistes se prêtent à un jeu de rôle. Une seule grille? Une seule grille. Vous voulez mettre le joker? Non. Vous savez que si vous perdez au loto, vous pouvez gagner au joker. D'accord. Et ça me coûte combien? 5,20. 5,20, ça va, c'est raisonnable. D'accord, bon, on va le tester. Ils dévoilent leurs astuces pour forcer un peu les ventes. Voilà. Je vous remercie. Ça tout, il y a un nouveau jeu qui est sorti, si vous voulez. Et lui, il est à 3 €. Bon, après, c'est tout, hein. Après, c'est tout. Ouais. Bravo, hein. Bravo, vraiment là. On avait dit juste le joker, hein, Eric. Pour l'animatrice, chaque détail compte. Vous prenez pas un petit grattage aujourd'hui? C'est Bah, vendredi J'ai 13. pas beaucoup de chance en ce moment. Vendredi 13, un petit banco? Un vendredi 13, bon allez, un banco. Donc on a la politesse, on a bonjour monsieur. Vous le fixez dans les yeux. Ah oui, elle est beaucoup plus proche de lui. Oh. Derrière l'ambiance bon enfant, il y a un vrai enjeu économique. Recruter en permanence de nouveaux joueurs pour maintenir le chiffre d'affaires. Nous, ce qu'on veut, c'est un très grand nombre de joueurs qui jouent des petites mises. Donc, plus on en a, mieux c'est. Et différencier aussi les jeux. Ils ne doivent pas jouer qu'un seul jeu. Ils peuvent jouer un coup au goal, un coup à l'astro, un coup à Paris Sport, un coup à l'euro-million. En 15 ans, la mise moyenne par joueur a triplé. Le nombre de clients, lui, a diminué de 20%. Pour en conquérir de nouveaux, les sourires des buralistes ne suffisent plus. À Boulogne, au siège de l'entreprise, on cogite chaque année sur une douzaine de nouveaux jeux, en s'inspirant aussi des loteries étrangères. J'utilise beaucoup cette encre brillante, voilà, holographique. Décor de cours de récréation, équipe jeune et dynamique. Bienvenue chez les pros du marketing, au jargon parfois obscur. Voilà le ticket, ça change. Si j'ai quelques retours à faire, je pense au niveau du bloc marque, je trouve que Pixel Run, la manière dont il est fait, fonctionne super bien. Il est impactant, moi je ne changerais pas grand-chose, il est très bien. Les couleurs utilisées pour moi sont tout à fait dans les codes du rétro gaming. Olivier et son équipe planchent ce matin sur des tickets qui sortiront en 2018. Ça fait un corridor test déjà au sein de J'ai l'équipe fait un ou pas corridor test, tous les collaborateurs préfèrent en tout cas le ticket avec le châle et les lunettes de soleil. Des univers ludiques, presque enfantins, car la Française des Jeux veut rajeunir sa clientèle. L'âge moyen de notre gamme est de 44 ans en 2016 et c'est important pour nous de se réinventer et d'en offrir pour tous les âges, toutes les générations. Ici, on est plutôt sur une population
féminine, ici plutôt sur une population masculine et davantage ciblée sur la tranche 18-34 ans. 18 ans, mais attention, surtout pas moins, car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs depuis 2010. Quand la Française des Jeux sort un nouveau produit, il est validé à Bercy par une commission au nom peu glamour, la COGEX. Autour de la table, des représentants des ministères de la Santé, du Budget, des Sports, de l'Intérieur, un médecin addictologue, une association de consommateurs. Le jeu est passé au crible pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de blanchiment d'argent, ni de danger pour la santé publique. L'État encaisse, mais en contrepartie, il contrôle. Ça les empêche de culpabiliser dans un sens parce qu'ils récoltent certes de l'argent avec cette Française des Jeux, mais en même temps ils se disent on veille à la bonne santé des joueurs et au fait qu'ils ne deviennent pas accros au jeu. En la matière, la Française des Jeux veut nous montrer qu'elle est exemplaire. À Brest, nous retrouvons le commercial Stéphane Bidaman. Bonjour. On sort celle-là ? Ce matin, il a rendez-vous avec des buralistes pour une petite piqûre de rappel. Bonjour, je suis Clarisse. Comme vous, j'applique la loi au quotidien. Un quiz pour s'assurer qu'ils connaissent bien la loi qui interdit le jeu des mineurs. Une adolescente qui demande un jeu, qui vous demande un jeu, donc mineur ou pas, qu'est-ce que vous faites ? On lui demande à voir ses parents, s'il est avec. Ouais. S'il est seul, on lui demande une pièce d'identité. Il n'y a qu'une bonne réponse. Qu'une bonne raison, la pièce d'identité. La pièce d'identité, tout à fait, ouais. Pour les inciter à respecter cette loi, la Française des Jeux leur verse un bonus jeu responsable. Mais attention aux contrôles inopinés. Si l'inspecteur constate une vente aux mineurs, le bonus jeu responsable est totalement retiré. Donc le 0,20% représente en moyenne une semaine de vente de commission. Donc ça veut dire que le détaillant perd une semaine de commissionnement. Les buralistes ont enfin l'obligation d'afficher des messages de prévention bien visibles dans leur point de vente. Mais est-ce vraiment efficace ? Nous avons demandé à Zéa, tout juste 15 ans, de faire le test pour nous en caméra cachée et d'acheter des jeux de grattage. Bonjour, un banco s'il vous plaît. Au revoir, je vais vous prendre un blackjack s'il vous plaît. Visiblement, c'est un jeu d'enfant. Les contrôles de la Française des Jeux n'ont pas l'air de faire trembler les buralistes. Merci. Aucun ne lui demande sa carte d'identité. Un cash s'il vous plaît. Un seul lui pose la question de son âge, Merci. sans vraiment attendre la réponse. S'il vous plaît. 8 ans ? Oui. Sur 10 bureaux de tabac, tous ont vendu des tickets à notre client de 15 ans. Voilà, donc c'est une jeune fille. Comment expliquer qu'autant de buralistes enfreignent l'interdiction de vente aux mineurs ? À la Française des Jeux, on relativise le problème. Là, vous êtes tout à fait dans le cas où il n'est pas toujours facile pour le détaillant de savoir si le mineur a vraiment moins de 18 ans. Oui, mais là, elle fait quand même très jeune. Et personne ne lui demande sa carte. On voit qu'il y a pas Non, mais donc, cette loi, elle est récente. Et du coup, les gens l'ont pas tous bien compris. Donc, c'est par, on va dire, le fait de répéter et de répéter encore qu'on y arrivera. Est-ce que la question qui ne se pose pas aussi derrière ça, c'est le fait que vos produits sont malgré tout attractifs pour des jeunes ? On est sur des univers qui sont de l'ordre du jeu de société, du jeu familial. Et ça parle à tout le monde. Et après, sur tous les jeux, on va mentionner l'interdiction de moins de 18 ans. On le fera sur toutes les communications. Le point majeur, c'est vraiment l'encadrement de la consommation. Selon l'Observatoire des Jeux, un organisme public, un mineur sur 3 déclare avoir joué à un jeu d'argent et de hasard. En grande majorité des tickets à gratter. Dans ce rapport publié en 2015, l'Observatoire pointe aussi une augmentation significative du nombre de joueurs à risque.
1 million, qui peuvent basculer dans l'addiction, 2 fois plus qu'en 2010. Dans le centre de Nice, au tabac de l'Étoile, tout le monde connaît Ghislaine. Ouais. Voilà, vous me refaites ça, s'il vous plaît. Et là, je crois que j'ai un gagnant aussi. Cette ancienne infirmière se fait son petit plaisir hebdomadaire. Merci. Non, je prends mes 4 cartes habituelles. Pourquoi voulez-vous qu'on les change? Voilà, madame. Merci. Vous connaissez ses habitudes, monsieur? Ah, on la connaît par cœur. C'est notre cliente fétiche. Votre cliente fétiche. Il faudra me donner des numéros fétiches. Ça, c'est sûr. Allez-y, vous faire le code. Et les feuilles? Son jeu de prédilection, c'est le cash, à 5 €. 23, 28. Vous voyez, quand c'est comme ça, il n'y a pas de chance possible. Il n'y a rien. Rien. Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je rejoue. Ça n'a rien donné? Rien, il n'a rien donné. Pas plus de 200 € de mise par mois. Non. C'est la limite que s'est fixée cette ancienne accro. Vous ne me voyez pas sourire, c'est que l'âge commun, elle est là. En général, vous êtes plutôt chanceuse? Non. Ça fait rien, il y a le rêve. Et ben voilà, la chance n'était pas là. Aujourd'hui, Ghislaine parvient à s'arrêter toute seule, même quand elle perd. Vous m'avez pas porté chance, hein. Putain. Ce n'était pas le cas avant. Il y a encore quelques années, son salaire entier passait dans les jeux. Elle est alors en train de se séparer de son ancien mari et elle trouve refuge dans les bureaux de tabac. Je passais des après-midi entiers, hein. Des après-midi entiers. Alors, et puis je vous dis, les bureaux de tabac me faisaient confiance, ils me faisaient crédit, tout ce qui était de mes revenus salariés partait dans le jeu, et je prenais des crédits revolving pour payer mes charges. Entre la Française des Jeux et le casino, Ghislaine débourse 50 000 € en 4 ans, sous le regard impuissant de son nouveau compagnon. Moi, je l'ai vu gratter des carnets entiers de grattage. Impressionnant. Passer des heures à gratter. Je lui ai dit, c'est pas possible, ça, de faire des trucs pareils. Il lui prête même 18 000 € qu'elle lui rembourse encore chaque mois. Ces joueurs addicts restent une minorité. Mais ce sont eux qui rapportent le plus à la Française des Jeux. Et avec les jeux en ligne, les applications sur le téléphone, les tentations sont de plus en plus nombreuses. À Nantes, une équipe de psychiatres s'est spécialisée dans l'addiction aux jeux d'argent. Tous les jours, ils reçoivent en consultation des joueurs pris à la gorge, en colère contre la FDJ. Il y a des millions de tickets qui ont été sortis. Mais pourquoi vous avez le gros lot en fait? Mais vous êtes persuadé que c'est vous qui l'avez et personne d'autre. Et où vous en êtes maintenant? Aujourd'hui, sur le plan financier? Sur le plan financier, ben, vous voyez, aujourd'hui, j'ai vendu ma maison. J'avais une maison, je l'ai vendue. Je me suis acquitté de mes dettes. Moi, j'avais des pensées de suicide. Hein. Quand je commençais à toucher le fond, je me disais, mais comment je vais faire? Je suis au chômage, ma femme, elle n'est pas au courant. En fait, c'est un sentiment d'arnaque, en tout cas par rapport à la Française des Jeux. On se dit, voilà, je me suis fait piéger, je me suis fait arnaquer. Parce que eux, ils le savent bien que c'est... que dans tous les cas, les personnes qui vont venir, il y en aura peut-être 1% qui va ressortir gagnant. Un discours potentiellement dangereux que dénoncent les soignants. C'est aussi le message qui est véhiculé par les opérateurs, de leur faire penser qu'à un moment donné, en jouant, plus ils vont jouer, plus ils vont développer des compétences dans le jeu et qu'ils vont réussir à gagner, à terme. Donc ça, on essaie de déconstruire aussi tout le discours ambiant qui peut être véhiculé par la société, par les opérateurs de jeu, par tout ce qu'on peut retrouver. Donc le travail se fait aussi là et leur faire comprendre qu'effectivement, à chaque coup, l'opérateur, lui, gagne de l'argent systématiquement, que l'État aussi beaucoup. Alors que le joueur, lui, à chaque fois, il en perd toujours un peu plus. Les pouvoirs publics mis dans le même sac que les opérateurs. Car entre la santé des Français et l'argent que lui rapporte la Française des Jeux,
l'État a parfois du mal à choisir. Le Rapido, c'est le loto permanent. 8 numéros à trouver pour gagner 10 000 fois la mise. Et surtout, un tirage toutes les 5 minutes. En 2006, pour la première fois, un jeu de la FDJ fait polémique, le Rapido. Certaines associations tirent la sonnette d'alarme avec un vrai risque d'addiction. L'alerte vient d'une petite association, SOS Joueurs, la seule à l'époque à dénoncer les problèmes d'addiction. Elle reçoit alors de plus en plus d'appels. Le Rapido, avec ses tirages toutes les 5 minutes, rend accro. Rapido, plus. C'est quoi, plus? C'est que c'est grave. On voit effectivement qu'il y a une montée en puissance de la pratique de Rapido par les joueurs qui sont addicts. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un réel problème et qu'il fallait essayer de faire avancer les choses. Armelle Achour alerte immédiatement la Française des Jeux. Moi, quand je les voyais, je leur disais, écoutez, on a un réel problème avec un jeu Rapido. On a beaucoup de gens qui nous appellent, qui ont un problème avec ce jeu. Il faudrait pouvoir faire quelque chose. Et je pense qu'ils étaient relativement mal à l'aise à l'époque parce que, comme c'était un jeu qui marchait très très bien, c'était compliqué pour eux d'intervenir, en tout cas à ce moment-là. Donc c'était un peu lettre morte, les premières alertes. François est interdit de casino. L'association alerte alors les médias. Les reportages se multiplient sur l'addiction au Rapido, jusqu'à attirer l'attention du ministre du Budget, Jean-François Copé. Interview Jean-François Copé, première. Les jeux d'argent, les autres, on les connaît, on sait que l'addiction existe. On n'avait jamais travaillé cette question pour ce qui concerne les produits vendus par la Française des Jeux. Et là, j'ai été édifié quand même de voir les conséquences que cela pouvait avoir. Assez vite, on a fait une sorte de war room autour de la table en se disant, bon, il faut vraiment qu'on voit maintenant comment on peut trouver une vraie stratégie à propos du jeu responsable, ce qu'on a appelé le jeu responsable. Voilà. Dans cette war room, l'addictologue Marc Valeur. Il découvre qu'il n'y a pas que des joueurs qui sont accros au Rapido. Bien sûr, moi, avec une grande naïveté, je suis arrivé à Bercy sur le mode, bon, mais il faut arrêter le Rapido ou interdire le Rapido. On me répond très, très poliment et très gentiment que ça va être un peu plus compliqué. Il y avait des intérêts en jeu qui n'étaient pas simplement des intérêts d'un opérateur ou d'un marchand de jeux, mais qui était l'intérêt du pays lui-même. C'était une participation aux finances de l'État qui était en jeu. C'était un jeu qui a représenté jusqu'à 24% des mises de la Française des Jeux. Donc vous voyez quelqu'un à qui on vient dire que le premier jeu de l'entreprise, pas pour tout le monde, pas pour la grande majorité, même l'immense majorité des joueurs, mais pour un certain nombre de joueurs, posait problème. C'est comme si vous me disiez, on interdit à tous les automobilistes de circuler parce qu'il y a quelques chauffards. Bilan, il faudra attendre 8 ans avant que l'entreprise se résolve à supprimer le Rapido. Aussitôt remplacé par l'Amigo, un jeu moins addictif. Aujourd'hui, la Française des Jeux est à nouveau dans la ligne de mire de SOS Joueurs. Elle dénonce l'addiction aux jeux de grattage, et notamment au cash. Ça fait maintenant 7 ans qu'on a lancé une alerte à la Française des Jeux, et ça fait 7 ans qu'il ne s'est rien produit. Je pense qu'il y a 2 acteurs là qui bloquent. Il y a d'une part la Française des Jeux, parce que c'est son produit phare, c'est-à-dire celui qui génère le plus d'argent, et Bercy qui bloque aussi, parce que là aussi, ça abonde les caisses de l'État. C'est le chat qui se mord la queue, en fait. Une entreprise d'État toute puissante, difficile à ébranler. Un homme en a fait l'amère expérience. Robert Riblet, ingénieur à la retraite. Il a porté plainte contre la Française des Jeux en 2005. Ça va, Robert? Avec Alain Langlais, un ancien buraliste, il a fait une découverte troublante qui lui a valu 8 ans de procès avec la Française des Jeux. Il y a dans cette valise 10% du dossier Française des Jeux. Ce qu'il découvre à l'époque, c'est que certains jeux de hasard n'en sont pas vraiment. C'est l'arme du crime, les originaux.
La FDJ répartit alors de façon systématique les lots dits significatifs, au-dessus de 20 €. C'était fabriqué par bloc de 500 000 tickets, divisé ensuite en 10 000 livrets de 50 tickets. Et dans chaque livret, ce que j'ai découvert, c'est qu'on avait programmé un lot significatif et toujours 50 € en petits lots. Donc là, je donne un exemple. Ce ticket est perdant. Voilà. Celui-ci. Enfin bref, il y a des tickets 3 €, 2 €. On y va. Et arrivé vers le ticket 19, par exemple, au ticket 19, il y avait 200 €. Voilà. Sur 50 tickets, à partir de ce numéro 19, tout le reste était vendu aux joueurs avec une espérance de gain qui n'existait pas puisque les lots étaient sortis. Une règle de répartition qui se répète dans 3 carnets sur 4. Le problème, c'est que des buralistes l'ont découverte aussi. Et ils peuvent en tirer profit. Dès qu'il y avait un lot significatif de sortie, je savais qu'il n'y avait plus rien derrière. Donc ces carnets-là, il fallait bien qu'ils soient écoulés. Et si à l'inverse, on arrivait au bout d'un carnet et que le gros lot n'était toujours pas sorti, qu'est-ce qui se passait? À la fin du carnet, il y avait une chance de gagner quelque chose. Avec d'autres clients, on grattait les 3 ou 4 tickets, voilà. Robert Riblet pense d'abord à une faille. Il alerte la Française des Jeux, qui lui répond par une menace de poursuite en diffamation. L'ingénieur porte plainte. L'entreprise change alors de ton. Dans ce courrier interne, on apprend qu'elle lui aurait proposé 450 000 € en dédommagement du coût de ses recherches. Mais Robert Riblet est pugnace, tendance obsessionnelle. Il refuse l'argent et décide de médiatiser l'affaire. J'en parle avec un journaliste d'M6, à Capitale. Je le convainc qu'il y a un problème. Donc il décide de faire une émission sur les jeux de grattage de la Française des Jeux. On fait des caméras cachées, le dossier est bouclé. Mais dans le reportage diffusé en 2005, aucune trace des caméras cachées tournées avec Robert Riblet. À la dernière minute, sous la pression de la FDJ, M6 aurait retiré les passages les plus gênants. La chaîne n'a pas souhaité répondre à nos questions. Effervescence à M6 à propos de la censure d'une séquence sur les jeux de grattage. Loin d'étouffer l'affaire, cette censure va au contraire attirer l'attention des médias. La chaîne décide d'en couper 8 minutes. Face à la polémique, durant le procès opposant Riblet à la FDJ, l'entreprise finit par admettre qu'elle programme bien la répartition des lots, mais qu'elle en a le droit. L'article 4, encore une fois, du décret, permet que l'intervention du hasard soit totale ou prépondérante. Une notion juridique pour le moins curieuse, qui va surprendre jusqu'à l'ancien PDG Gérard Collé. Le hasard prépondérant, je trouve que c'est assez goûteux. Vous avez le hasard, donc ça je connais. Vous avez ce qui est prépondérant, ça je connais. Mais le hasard prépondérant, type qui vous pond ça, il faut lui donner une médaille. Pour sa défense, la Française des Jeux avance aussi un autre argument. Elle répartit les lots dans l'intérêt des joueurs. Ces règles de programmation visaient à faire en sorte qu'il y en ait un peu partout. Voilà, que quel que soit l'endroit où on aille, un petit point de vente ou un gros point de vente, on ait une chance de gagner un lot significatif. Grâce au hasard prépondérant, la Française des Jeux remporte son procès. Mais en coulisses, elle modifie ses règles de répartition des lots. Au dos des tickets, elle fait aussi rajouter cette mention. Au moment de votre achat, certains lots ou certaines catégories de lots ont peut-être déjà été remportés. Un aveu pour Robert Riblet. La Française des Jeux, même si la justice m'a débouté, elle m'a donné raison à 100% puisqu'elle a modifié tout ce que je demandais. Donc si elle l'a modifié, c'est que ça n'existait pas. Et si ça n'existait pas, c'est qu'il fallait le faire. Donc je n'avais pas tort. Combien sont-ils à attaquer la Française des Jeux? Impossible de le savoir. Soucieuse de sa réputation, l'entreprise fait tout pour éviter que ces litiges se retrouvent sur la place publique. Jusqu'à proposer une transaction, comme dans le cas de cet autre plaignant. Une indemnité en échange du retrait de sa plainte. Et surtout, de la confidentialité absolue. Les parties s'obligent à ne pas faire mention du contenu de la présente transaction à la presse écrite, audiovisuelle
radiophoniques, sur Internet et aux associations de consommateurs. En cas de non-respect de ce protocole, le joueur doit payer une somme très dissuasive. Nous aurions aimé en savoir plus sur ces protocoles. Mais la réponse du service juridique de la FDJ est laconique. Il y aurait une 50aine de contentieux en cours. Et oui, il lui arrive de signer des accords. Fin de l'histoire. Il ne faudrait surtout pas ternir la belle image. Le seul capital d'une loterie, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de jeu. Simple. C'est terrible. C'est blanc ou noir. Il faut que ce soit le plus blanc possible. L'entreprise nous a ouvert une dernière fois ses portes. Celle de ses studios à Boulogne, où ont lieu les tirages du loto et de l'euro-million. Son cérémonial très encadré. Ah oui, ça. Son animateur populaire, bon père de famille, au discours bien rodé. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis Père Noël. Sauf que Noël, c'est tous les jours. Je peux vous dire que souvent, ça tombe très bien. Ça tombe vraiment très très bien. Et que le loto fait, et l'euro-million, enfin la FDJ, fait beaucoup de bien. Tant mieux. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce tirage euro-million. Le jackpot sera-t-il pour vous aujourd'hui? Réponse avec le tirage. Ce soir-là, aucun joueur ne décrochera le jackpot. Mais pour ce seul tirage, la Française des Jeux, elle, touchera, selon nos estimations, plus de 480 000 €.